Bonjour, chers élèves. Nous sommes heureux de vous retrouver sur votre plateforme Takana Academy et c'est pour toujours continuer les cours de littérature. Alors, je remercie d'abord Monsieur Quin qui a vraiment, le samedi dernier, qui a déroulé un cours mémorable sur un concept que vous connaissez. Il s'agit un peu du roman. Je crois qu'il a effectivement abordé le roman en mettant en évidence les, les définitions, parce que effectivement, comme il a si bien expliqué, la définition du roman a évolué dans le temps et dans l'espace. Il était conçu comme étant un roman à l'Antiquité et au Moyen Âge. Effectivement, avec les temps modernes, on a constaté une certaine évolution de la définition. Et jusqu'au 19e siècle même, on a effectivement trouver une forme assez claire et spécifique de désigner ou de délimiter le concept de roman. Alors, il est également, il a beaucoup insisté sur les fonctions. Sur les fonctions. Je pense que l'essentiel des exercices qui ont été déroulés ont porté un peu sur les fonctions du roman. Et c'est ça l'essentiel. Pourquoi? Parce qu'à l'examen, vous serez évalué sur ça. Pourquoi le roman? Quel est le sens du roman? Quelle est la valeur du roman? Quelle est la mission ou les objectifs des romanciers? Si vous regardez de très près les différents exercices qui sont déroulés, effectivement, à l'épreuve du bac, ce sont des exercices, des épreuves qui mettent en évidence ce qui est convenu d'appeler, alors, les fonctions du roman. Alors, le rôle du romancier. Et là, nous avons vu, effectivement, vous avez vu avec lui qu'il y a effectivement différents rôles, différentes donc fonctions. Et ces fonctions, c'est vrai que, alors, apparemment, c'est cinq ou six fonctions, voire huit comme effectivement la poésie. Mais, alors, il y a ce qu'on appelle également les fonctions essentielles ou les fonctions principales du roman. Alors, vous allez nous permettre un peu de revenir un peu sur ça, plus ou moins. De revenir pour vous rafraîchir encore la mémoire et résumer l'essentiel de ce que lui, il a abordé comme roman, c'est-à-dire comme fonction du roman. Alors, surtout, peut-être revenir un peu sur la définition pour vous rafraîchir la mémoire et revenir sur la fonction, parce que l'exercice qui sera effectivement exploité aujourd'hui, oui, porte essentiellement sur les fonctions, même si nous l'avons tropicalisé. L'avoir tropicalisé, c'est l'avoir un peu commencé par, donc, on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. On a commencé par le roman africain. Et effectivement, parce que monsieur Dieng n'a pas eu un peu le temps de revenir un peu sur le roman africain, nous allons commencer, nous, avec le roman africain. Mais revenons un peu sur la définition. Alors, il nous a rappelé, monsieur Dieng, que le concept de roman vient d'une langue. En tout cas, à l'Antiquité, le roman vient d'une langue, d'où maintenant sa définition linguistique. Alors, cette langue est appelée romane, la langue romane. Disons, alors, la langue romane, ou quelque part, romanisme, on dit, en langue romane. Par exemple, on peut employer le terme romaniste, romaniste, qui signifie effectivement en langue romane. En langue romane. En langue romane. Alors, la langue romane, c'est quoi? C'est une langue vernaculaire, ce qu'on appelle les langues vernaculaires. Oui, les langues de connaissance étaient le latin et le grec. C'est les langues de référence. Dans la Grèce antique, on est un peu au Moyen Âge, on est à l'époque médiévale, à l'Antiquité. Donc, la langue de référence, c'était les langues donc latine et grecque. Alors, maintenant, il y a une langue qui a été pratiquée par des étrangers.
qui n'avaient pas accès fondamentalement au roman. Alors, du moins, qui n'avaient pas accès euh, au latin ou au grec, ils ont créé une langue intermédiaire qu'on appelait la langue romane. Alors, qui me caractérisait, et c'est important d'insister, M. Dien l'a beaucoup expliqué, c'est important d'étudier que c'était une langue vulgaire. Alors, quoi? Parce que tout simplement, c'est une langue effectivement parlée, qui est très facile à parler, mais qui n'est pas la référence en tant que telle. Parce que la grammaire n'est pas aussi rigoureuse en latin comme en grec. Donc, ce sont des langues où la grammaire est vraiment rigoureuse et c'est parlé par des gens un peu initiés. Mais pour le Bonjour, roman, bonjour, monsieur. pour la langue romane, on s'est rendu compte effectivement que oui, il y a une effectivement particularité par rapport à ça. Je crois que oui, certains élèves veulent intervenir. Oui, c'est bon si si Monsieur, vous avez bien suivi. Fatima Fall, vous voulez intervenir? Oui, vous avez la parole. bonjour, monsieur, ça va? Ça va bien, Alhamdulillah. Bon, au fait, selon la plateforme, est-ce qu'ils n'ont pas fait erreur avec les horaires de cours? Parce qu'on vient de finir le cours d'anglais à 1 heure pile et on a Ah, mis d'accord. la même horaire pour le français. Je viens de me Alors, connecter comme. ok. Vous voulez dire qu'en fait, vous venez de finir. Alors, on vient de finir de terminer la langue, on enchaîne avec le français. Vous voudriez qu'on vous donne au moins un peu de temps de souffler, Fatima, c'est ça? Je n'avais pas compris. Par hasard, Ah j'ai non. cliqué, je suis arrivée dans le cours de français. Je ne sais pas, ils ont fait erreur sur le programme de l'horaire ou Non, non, bien. non, 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 on vient de démarrer, Fatima. Vous n'avez rien raté. Juste après, donc, je pense que vous venez de suivre, on est dans le même local, on est bien, vous venez de terminer. L'anglais, on a enchaîné, voulu enchaîner avec le français. C'est bon? Ah, d'accord. Oui, Voilà, oui, oui, c'est bon. d'accord. OK. Merci. Alors, je pensais que vous voulez nous aider. Vous avez suivi le cours de M. Dien le samedi dernier, Fatima? Le cours de résumé. Non, le cours de résumé, ouais, c'était avec moi. Mais le samedi dernier, il y a M. Dien qui a déroulé un cours sur le roman. On n'avait pas eu la chance de suivre. Bon, peut-être, mais j'ai oublié. Ouais. J'ai oublié Alors, par je le salue temps. en tout cas la présence de beaucoup d'élèves aujourd'hui, etc. Je reviendrai un peu sur ça. Alors, d'abord, on vous dit bienvenue pour certains, ceux qui viennent de nous rejoindre sur la plateforme. Alors, il y a d'autres maintenant qui sont des habitués. Je reconnais quelques noms. Alors, en tout cas, merci de suivre la plateforme Khan Academy. Je reviens donc sur le roman rapidement pour revenir un peu sur ce que M. Dia avait dit, pour me répéter, parce que la répétition est pédagogique. Alors, la particularité de cette langue romane, j'insiste pour ce soir, on appelait effectivement roman toute écriture à partir de la langue romane. Alors, cette langue-là, il faut qu'on sache un peu la caractériser, parce que c'est déterminant, parce que ça va expliquer tout le charme aujourd'hui du roman. Alors, pourquoi le roman est populaire, par exemple? Par exemple, pourquoi le roman est populaire par rapport aux autres genres? Ce qu'on dit populaire, c'est quoi? Il y a plus de romanciers, et vous n'allez pas me démentir, que de poètes. Alors, il y a plus d'ouvrages sur le roman que d'ouvrages sur la poésie. C'est ça la vérité. Alors, ce qui veut dire tout simplement que, alors, le genre romanesque est beaucoup plus populaire que le genre poétique. C'est ça la vérité. Alors, même si les poètes disent que la poésie est réservée à une élite et que quelque part, on ne devient pas poète. Alors, quand on n'est pas poète né, on se tait. La poésie est un don en soi. Effectivement, ils ont voulu dire que la poésie n'est pas réservée à n'importe qui. Mais en tout cas, nous avons fait un constat, et vous-même, vous l'avez fait, il y a plus de romanciers que de poètes. Il y a plus de romans que de recueils de poèmes. Cela est dit donc que c'est un genre populaire qui est né, oui, mais qui est devenu populaire. Populaire parce que c'est une langue très pratique. Imaginez, alors, au début, le latin, quand on écrivait
quand on voulait écrire un poème, on faisait usage à la langue latine. Mais effectivement, quand on écrit, on se disait que le message poétique est réservé à une élite. C'est-à-dire qu'il n'est pas donné à n'importe qui d'avoir accès à ça. Donc, quelque part, les poètes étaient limités, n'étaient pas donnés à n'importe qui d'écrire un poème. Et effectivement, l'autre aspect intéressant et important, c'est quoi? C'est que le message poétique était réservé à des personnes bien déterminées, donc à une élite. Ce que dit effectivement que le langage qu'on utilise d'abord dans le roman est beaucoup plus ouvert. C'est beaucoup plus simple parce que c'est une langue également très pratique, très compréhensible, très intelligible, qui n'a pas trop de rigueur sur la grammaire au point d'un coup, voilà, que le fait de la parler puisse maintenant être compliqué ou poser un problème. Et voyez-vous. Et donc, quelque part, automatiquement, ce genre qui vient de naître, effectivement, est devenu populaire du fait de sa simplicité, de son accessibilité, de sa façon un peu pratique. Tout le monde pouvait effectivement. L'audience qui est réservée au roman a été beaucoup plus répandue puisque, comme on dit, la poésie est réservée à l'élite. Le roman est venu pour s'adresser à tout le monde avec un langage simple, clair et limpide, avec effectivement une autre particularité qu'on appelle la capacité de la narration. Écrire, alors, un roman. Alors, c'est effectivement une autre particularité, raconter une histoire. Histoire. Alors, raconter une histoire. L'art de la narration. On parle de l'art de la narration, l'art de raconter une histoire ou un événement. Et là, c'est une autre particularité parce que la poésie, comme vous le savez, est dans la description. La poésie, effectivement, même si aujourd'hui on parle de la poésie narrative, une poésie qui raconte des histoires, comme dans les fables, mais la poésie avait plutôt vocation à pouvoir, effectivement, décrire les choses. Comme le dit Senghor, voici que décline la lune là sur son lit de mer étale. Voici que ça suffit les éclats de rire, que le conteur même d'odoline la terre comme l'enfant sur le dos de sa mère. Vous parlez comme Senghor. Vous parlez comme Ronsard, on dira comme on voit sous la branche au mois de mai la rose, en sa belle fleur, en sa première jeunesse, rendre le ciel jaloux de sa vive couleur, quand l'aube de ses pleurs au point du jour la rose. La grâce dans sa feuille, l'amour se repose. Embaumant les jardins et les arbres d'odeur, mais vaincus ou de pluie, ou de cette ardeur, languissante, elle meurt feu à feuille d'éclose. Dans tous les cas, vous remarquez effectivement que, dans une certaine mesure, en poésie, on décrit. En roman, on raconte une histoire. Comme je vous donne l'exemple de Mariamba dans une langue lettre. Aïssatou, j'ai reçu ton mot. En guise de réponse, je vous souhaite point d'appui dans mon désarroi. Notre longue pratique m'a enseigné que la confiance dans la douleur, etc., etc. Sinon, on prend Tibil Samsignan, dit je suis griot, c'est moi Djeli Memory Kouyaté, fils de Bintou Kouyaté et de Djeli Kendia Kouyaté, maître dans l'art de parler. Depuis les temps immémoriaux, les Kouyatés sont au service des princes Keita du Mandeng. Nous sommes des sacs à parole, nous sommes des sacs qui renferment des secrets plusieurs fois. C'est clair, nous sommes la mémoire des hommes. L'art de parler n'a pas de secret pour nous. Ou bien on prend la Kamalai. J'étais enfant et j'ai joué près de la page de mon père. Quel âge j'avais dans ce temps-là? 56 ans. Donc, c'est l'art de la narration, l'art de raconter une histoire, un événement. Et là, ça donne un autre charme au roman, contrairement à la poésie qui est plutôt dans la description. Une autre particularité. Et là, on voit que même si, effectivement, à l'origine, on appelait roman toute œuvre écrite à partir de la langue romane, effectivement, parce que, et vous, cela veut dire donc il y a eu des poèmes qui ont été appelés, des recueils de poèmes qui ont été appelés romans. Parce que tout simplement, ce sont des poèmes conçus à partir d'une langue qui est appelée la langue romane. Et là, moi je donne souvent l'exemple de la langue romane comme la langue wolof. La langue romane, c'est un peu de tout, un peu de latin, un peu de grec, un peu de, etc. On les appelle des langues vernaculaires. Dans la langue wolof également, on va un peu de français, un peu d'anglais, parce que, voilà, on a trouvé quelque part. Quand quelqu'un m'a dit effectivement le mot douter, douter, ça vient de duter. Tu veux duter? Et les Wolofs ont dit, ah, c'est l'île de toi, bimom, douter la koy wooye, kii de douter la koy wooye. Alors qu'il a voulu dire, est-ce que tu veux se servir du thé? Le du thé, ils ont vu que le sahel est très proche du thé.
La couleur, en tout cas, quand tu vois le Sahel, nous connaissons en vrai le Sahel. Ou le Kenkelibre, c'est très proche. On dit que l'île de Trois Bidou, la koy wooye. Donc, quelque part, nous avons dans la langue wolof beaucoup de mélange. La langue romane était ainsi constituée. Aujourd'hui, regardez bien, et même les étrangers qui viennent chez nous, ils parlent carrément le wolof, facilement. Moi, j'étais étonné de voir un toubab, une toubab, c'était une jeune femme, mais quand on a essayé donc di ko jëw ci biir kaar bi, hein, di jëw di wax di bu jekk daan ah Cheikh Fall da amul morom. Ah, nous, on était vraiment étonnés parce qu'il a dit, il a employé un terme, Cheikh Fall amul morom. Et là, on a compris que nous, on est très mal barrés parce que celui-là qui a su prononcer un tel terme, donc, on nous a montré que je comprends parfaitement ce que vous dites. Même si vous avez. Vous dites que la langue wolof est une langue. Donc, aujourd'hui, pour comprendre cela, on peut dire effectivement que le roman pourrait être considéré comme étant comme œuvre écrite à partir de la langue wolof, on l'appelle wolof ou wolo. Ça dépend, c'est comme ça qu'il faut comprendre un peu les choses. Au début, donc, il y avait des pièces de théâtre qui étaient appelées romans. Il y avait des poèmes, des recueils de poèmes qui étaient appelés romans. Parce que tout simplement, ce sont des poèmes ou des recueils de poèmes ou des pièces de théâtre écrites à partir d'une langue qu'on appelait la langue romane. Mais, alors, quand même, on ne voit pas de distinction entre donc, le roman et la poésie. Mais attention, on sait que dans la poésie, on fait plus de descriptions. Dans le roman, dans le théâtre, on est dans le dialogue, échange. Dans le roman, on était plutôt dans l'art de raconter une histoire. Là, c'est une particularité. Particularité par rapport aux autres genres. Maintenant, l'évolution, comme l'a dit M. Dien la dernière fois, que je salue de passage, du roman, la définition a évolué. Jusqu'au Moyen-Âge, vous voyez, aujourd'hui, si je vous dis dans quelle catégorie de genre vous allez ranger au Moyen-Âge ce qu'on appelle chanson de Roland ou chanson de Charlemagne. Chanson de Roland ou chanson de Charlemagne. D'ailleurs, le fait qu'on dit chanson ou chant, ça pose problème. Aujourd'hui, on peut dire chanson de Roland ou chanson de Charlemagne. Et là, ça donne alors euh, une caractéristique qui renvoie un peu à la poésie. Parce que pourquoi? Parce qu'on parle de chant, chanson. Alors que Senghor dit dans Liberté 1 que la poésie est un chant, sinon une musique. La poésie est un chant, sinon. Donc, la poésie, quand on parle de chant, on est plus proche de la poésie que du roman. Et pourtant, effectivement, on range ça dans la catégorie des épopées, qui est un sous-genre du roman. Ou bien, donc, c'est prêt. Effectivement, à l'époque, on l'appelait roman, parce que tout simplement, c'est des chants qui ont été écrits à partir d'une langue qu'on appelle la langue romane. Voilà donc, quelque part, une distinction nette. Alors, maintenant, il y a une évolution de la définition. Une évolution parce que déjà, au partir du 16e siècle, 15e siècle, alors on assiste à une différence entre le roman et la poésie. Et parce que définir, c'est délimiter. Définir une chose, c'est dire ce que cette chose n'est pas. Alors, on a voulu faire la différence entre la poésie et le roman. Alors, nettement, il y a une différence qui est née. Alors, on dit que la poésie, donc, quelque part, c'est l'art de faire des vers. Le poète est un versificateur. Alors que dans le roman, alors, En prose. la prose, très bien. Tu as répondu. Alors, la prose. Mais c'est très bien qu'il peut nous dire encore d'autres différences entre le roman et la poésie. Et là, vous voyez que donc, la définition va évoluer. La définition va évoluer. Binta, ou bien, Le langage codé. voilà, la poésie, alors, est dans le langage codé. Pourquoi tu le dis? Hein? Alors, la raison, elle a raison. Dans la poésie, le langage est codé. Pourquoi? Parce que le poète utilise des images, des symboles et des paroles. Des paraboles. Ah, voilà, merci. Merci, Binta. Donc, est-ce que en poésie, pour dire le coucher du soleil, Binta, qu'est-ce que le poète dit? Ce vol du soir qui tombe. Il dit lors du soir qui tombe.
Donc, quelqu'un qui est un profane, est-ce qu'il peut comprendre quand tu dis, hey, moi, je ne regarde pas l'or du soir qui tombe, comme dans Demi de l'Aube ou dans Demi de l'Aube de Victor Hugo. Quand tu dis, bon, je ne regarde pas l'or du soir qui tombe, pour un profane, est-ce qu'il peut comprendre ce message-là? Non, non. En poésie, pour dire la mort, pour dire que celui-là, il est décédé, il est mort. Alors, pour dire que, effectivement, comme elle l'a dit, en poésie, on ne dit pas effectivement qu'il est mort. Dans Le Dormeur du Val de Charles Baudelaire, pour nous montrer que le soldat ne respire, ne vit plus, il dit que l'air ne faisait pas frissonner ses narines, pour dire qu'il ne respire plus, donc il est mort. En poésie également, on ne dit pas je t'aime. En poésie, on trouve exactement des formules. Par exemple, alors, quelqu'un, un poète, a dit, effectivement, ton regard fait prisonnier de mes pensées. Alors que ta beauté me foudroie en plein cœur comme l'éclair d'un aigle. Vous dites effectivement que en poésie, on utilise un langage codé. Alors que dans le roman, oui, dans Kamaralai, l'enfant noir, dans Kamaralai nous dit, j'étais enfant et je jouais près de la case de mon père. Quel âge avait à ce temps-là? 5 ans, 6 ans peut-être. Ici, il n'y a rien de codé. Mariamba dit, même si effectivement Mariamba a un langage plus ou moins ce qu'on appelle la prose poétique. Parce qu'il dit, hey, surtout, j'ai reçu ton mot. Au lieu de lui dire, j'ai reçu ta lettre, il lui dit, j'ai reçu ton mot. Effectivement, quelqu'un qui comprend le mot, j'ai reçu ton mot, et il peut effectivement deviner qu'il est. Donc, pour dire, il y a ce qu'on appelle une prose poétique. C'est une prose qui semble simple, mais qui trouve parfois des images. Alors que le poète abuse d'images, de symboles et de paraboles, le romancier, lui, essaie de fuir un peu même s'il peut en user parfois, il ne va pas en abuser. Alors, j'ai reçu ton mot en guise de réponse, j'ouvre ce cahier, point d'appui dans mon désarroi. Alors, notre longue pratique m'a enseigné que la confidence noie la douleur. Nos grammaires, dont les concessions étaient séparées par une tapade, échangent journalement des idées. Ici, effectivement, il n'y a pas trop d'images. Alors, c'est donc un langage simple, contrairement au langage, donc, quelque part, alors, poétique. Un langage simple, donc décodé. Alors, autre différence entre poésie et roman, Aïssatou, Aïssatou Wade. Alors, Aminata Gaye, oui, Yacine, Yacine, bienvenue, Yacine. La poésie est un langage mesuré. Ah, merci beaucoup. La poésie est un langage mesuré. Un langage mesuré. Cela veut dire quoi, Yacine? Mesuré. Langage mesuré. Qu'est-ce qui montre qu'il est mesuré, Yacine? Hein? En alexandrin. Ouais, on utilise par exemple des vers comme alexandrin. Alexandrin, c'est combien de syllabes? 12 syllabes. 12 syllabes. Regardez bien. Il mesure son langage. Alors, il dit, comme on voit sur la branche au mois de mai la rose, 12 syllabes. Alors, il ne faut pas ouvrir votre micro tant que vous ne levez pas la main pour parler. Sinon, vous allez gêner un peu l'enregistrement, s'il vous plaît. Désolé. Vous êtes nombreux vraiment à nous suivre. On est vraiment très, très fiers. Il y a Noga Ndiaye également qui est connecté, Moustapha Ndiaye. Alors, nous avons également bien d'autres, hein, bien d'autres. Seynabou Ndaw, je l'ai dit tout à l'heure, Khadjata, Maïmouna Sané. Alors, donc, nous remercions tous les élèves vraiment connectés. Vous êtes nombreux aujourd'hui à nous accueillir. Maguette, si bien. Alors, et bien d'autres. Aondour également. Donc, et bien d'autres. Oui, Yacine, tu as raison. Donc, ici, on a un langage mesuré. On peut compter le nombre de vers dans le cas d'un poème. C'est pourquoi on parle de versification. Il y a des vers de 8 syllabes, 8 syllabes, vers de 12 syllabes, alexandrin, vers de 10 syllabes, etc. Donc, ici, nous avons un langage mesuré. Et de là, alors que dans le roman, nous avons un langage non mesuré, illimité. Oui. Et surtout, a dit également, on peut aussi dire que le roman est populaire et vulgaire. Oui, on reviendra sur ça. Et surtout, tu as tout à fait raison. Langage simple, ici, langage mesuré, ici, langage non mesuré. Alors, non mesuré parce que dans un roman, dans une prose, on ne mesure pas le nombre, on ne compte pas le nombre de filles. Et surtout, effectivement, en poésie, on parle de langage vulgaire, populaire, vulgaire. Pourquoi? Parce que le message, le langage
vulgaire signifie que, alors, ça peut être dans la simplicité, le terme vulgaire, accessible. Donc, alors qu'ici, c'est un langage quelque part soutenu. Alors, ouais, le langage qu'on utilise dans la poésie, c'est un langage soutenu. Si vous regardez surtout les classiques, comme par exemple Corneille, Pierre Corneille, comme dans sa pièce de théâtre Le Cid, regardez bien comment il parle. C'est Rodrigue qui parle, qui s'adresse à Chimène, sa bien-aimée, et qui lui dit, alors, c'est Chimène donc qui parle, qui s'adresse à son amant, Rodrigue, qui dit, Rodrigue, il est vrai que quoi que ton ennemi, je ne puis te blâmer d'avoir fui l'infamie. Et de quelconque éclate mes douleurs, je ne t'accuse point et je pleure mes malheurs. Je sais l'honneur après un tel outrage. Demander l'ardeur d'un jeune le courage. Regardez les termes qu'il emploie. Le mot outrage. Outrage, c'est pas un mot qui est commun, qui est ordinaire. Hein? D'avoir fui l'infamie. Et le mot infamie, c'est un langage soutenu. Il lui dit, de quelconque éclate mes douleurs, je ne t'accuse point, je pleure mes malheurs. Je sais l'honneur après un tel outrage, demander l'ardeur d'un jeune le courage. Tu n'as fait le devoir qu'on en homme bien, mais en le faisant, tu m'appelles le mien. Ta funeste valeur, funeste valeur. Finesse, le mot finesse, ça vient pas souvent. Merci par ta gloire. Elle a vengé ton père et soutenu ta gloire. Même soin me revient. Tu t'es en te vengeant, mon te digne de moi. Je me dois pas ta mort, mon te digne de toi. Pour dire quoi? Que le poète utilise un langage soutenu, comme l'a dit tout à l'heure Yacine. Et que c'est un langage qui est réservé à une élite. Tout le monde n'a pas accès au langage poétique. Quand, par exemple, Ronsard parle, son niveau de langage est élevé. Quand c'est un poète dramaturge comme également Molière, le niveau de langage est soutenu. Alors que dans le roman, on utilise un langage simple, accessible à tout le monde. Parce que tout simplement, c'est la cible du poète est limitée. La cible du romancier est très large. Le roman s'adresse à tout le monde. Alors, il y a Aïssatou Ba. Oui, la poésie est hermétique. Merci beaucoup. Hermétisme permet, on aurait pu parler donc de coder. La poésie est hermétique, comme elle l'a dit. Très bien. Alors, alors que le roman, effectivement, est ouvert. Ce qui est hermétique, c'est quoi? Regardez bien, on peut lire un roman de 500 pages, comme Madame Bovary, et le comprendre sans problème. Mais ne pas pouvoir, effectivement, expliquer un seul vers de Mallarmé. Je vais vous défier. Qui va m'expliquer quand Mallarmé dit, dans Brise Marine, la chair est triste. Hélas, j'ai lu tous les livres. Regardez bien ça. La chair est triste. Hélas, j'ai lu tous les livres. Cela signifie effectivement que de ce point de vue, hein, c'est un langage. La chair est triste. Il parle de la chair comme vous connaissez. C-H-A-I-R. La chair est triste. Hélas, j'ai lu tous les livres. Cela signifie donc quelque part que, La vie est triste. là, La vie est triste. Aïssatou, la vie est triste, oui, voilà. Aïssatou, tu es une personne initiée, convaincue, qui a été préparée. C'est pourquoi tu as pu comprendre que, au-delà du terme terre et triste, donc, mais il parle de la condition humaine pour être beaucoup plus précis. Aïssatou. Il parle de la condition humaine, que brutalement, on est dans une situation. L'humain est triste, d'accord? Aïssatou Ba, effectivement, hélas, il a utilisé voilà, il a utilisé toutes les solutions. J'ai lu tous les livres, ça veut dire qu'il a épuisé. Ouais, mais cette façon de parler-là, c'est réservé à une élite parce que vous avez été bien préparé par vos profs. Vous êtes déjà édifié au-delà des termes parce que vous avez fait des commentaires. On vous a donné les outils permettant de décoder et de voir au-delà des termes, effectivement, un autre sens. Par exemple, quand Baudelaire dit dans, dans Albatros, quand il dit, alors, le poète est semblable au prince de nuée qui, entre la tempête et les rires de l'archer, exilé au sol, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Alors, oui, on est dans un autre univers parce que il nous parle d'oiseaux, il nous dit le poète. Donc, quelque part, en poésie, on ne nomme pas l'objet. Et qu'est-ce que disait l'autre? En poésie, nommer un objet, c'est C'est supprimer, supprimer les trois quarts de sa jouissance. voilà, les trois quarts, et c'est tout. Sa jouissance.
de la jouissance du poème. Voilà. Merci beaucoup. Pour dire effectivement qu'en poésie, ouais, donc quelque part, la définition, ce que je voulais dire, la définition effectivement du roman a différé. On ne définit plus le roman par rapport à la langue romane, mais on définit le roman par rapport à la poésie. Le roman est prosaïque, tandis que la poésie est versifiée. Le roman s'écrit en prose, la poésie s'écrit en vers ou en versets. Ouais. Et donc, nettement, on voit effectivement une différence entre le roman et la poésie. Et, vous voyez, au XVIe siècle, vous avez des romans alors, euh, comme Gargantua, Gargantua, qui a écrit Gargantua, s'il vous plaît, et Panta, François Rabelais. François Rabelais, merci beaucoup. Panta, Ruel. François Rabelais, il est de quel courant littéraire, s'il vous plaît? Non. François Rabelais, quel courant littéraire? Oui. 16e siècle. 16e siècle. Quel courant littéraire au 16e siècle? Renaissance. Ah, non, la Renaissance, c'est le mouvement. Le siècle, le courant, Le c'est quoi? symbolisme. L'humanisme, Attention, c'est l'humanisme. l'humanisme. Merci, merci beaucoup, l'humanisme. Merci beaucoup. Alors, l'humanisme. Alors, François Rabelais, en tant qu'humaniste, effectivement, dès le 16e siècle, écrit un roman, effectivement, qui n'a, qui n'a pas qui est écrit en prose. Et là, on sent vraiment la différence entre le roman et la poésie. Vous m'excusez. Alors, Euh, on est vraiment content aujourd'hui de voir la participation de beaucoup d'élèves et ça fait plaisir et ça montre que vous suivez effectivement la plateforme Tatana Academy. Oui, merci beaucoup. Donc, François Rabelais. Voyez donc ce roman est écrit en prose. Et voyez donc, donc la définition a évolué parce que le roman n'est plus une œuvre écrite à partir de la langue romane. Le roman devient une œuvre alors en prose, une œuvre en prose. Mais le roman a gardé également une des caractéristiques principales. Comme on l'avait dit, l'art de raconter des histoires. Le roman, toujours, fait ce qu'on appelle des récits. On raconte des histoires, on met en place ce qu'on appelle des récits. Les récits qu'on appelle également intrigues. Une histoire avec une structure bien déterminée. Qui peut me rappeler les trois étapes, par exemple, du récit simple? Principalement, quand on raconte une histoire, il y a trois situations. La première situation, c'est, Le on début. dit que, hein, Le début. L'intro. le début, comment on l'appelle? Situation Initial. initiale. Merci beaucoup. Et la deuxième étape, souvent, Euh, le développement. élément, Non? élément Non, non. Élément perturba- perturbateur. perturbateur. Merci beaucoup. Oui. Et enfin, la dernière situation, c'est la situation La résolution, quoi. résolution, mais situation Finale. finale. Merci beaucoup. Une situation qu'on appelle situation finale. Et là, ouais, donc la structure, pour raconter une histoire, il y a une technique, il y a également une structure alors à suivre. Ça également, ça fait partie des caractéristiques du roman. Et là, ça signifie donc quelque part, on ne raconte pas n'importe comment, d'où maintenant le terme intrigue, qui dit que c'est une façon de raconter une histoire qui suit alors une structure bien définie, bien délimitée. Alors, voilà donc quelque part. Donc, le roman a évolué dans sa définition et ne devient plus une œuvre effectivement écrite à partir de la langue romane, mais une œuvre alors qui raconte une histoire, mais avec un style prosaïque, pour être fait simple. Alors, maintenant, il faut dire que donc, quelque part, quand on parle du roman également, par rapport à ces sous-genres, il y a la longueur, elle est importante. Il faut donc considérer la longueur du roman. En plus que quand on donc, parle du roman, c'est l'histoire et c'est long.
assez longue. Ah, parce que si l'histoire est courte, on peut alors confondre effectivement le roman par rapport à ce sous-genre. Et qui peut nous parler un peu des sous-genres du roman? Le roman. Euh, le fable, Les sous-genres du roman. les sous-genres du Du- roman. Le les roman sous autobiographique. Là, ce sont les différentes catégories de romans. Les Les sous-genres du sous-genres. roman. L'épopée. L'épopée. Ah, voilà, mais l'épopée. L'épopée est un sous-genre du La roman. nouvelle. La nouvelle, Oh, hein? Les Hein? fables. L'épopée, la nouvelle, le conte. Le conte, merci beaucoup. Qui a dit le conte? Oui. Diana Bagay. Diana Bagay, merci. Diana Bagay, plus de. Diana Bagay. Alors, on va rappeler, effectivement. Alors, euh, il faut fermer le micro, Diana. L'épopée, la nouvelle, le conte. Vraiment, c'est bien recherché. Et il y a d'autres également. Il y a le mythe, il y a la légende, etc. Mais les genres les plus populaires, c'est l'épopée, la nouvelle, le conte. Maintenant, par rapport à la nouvelle qui est une histoire assez limitée. Assez limitée. En réalité, quand on parle de roman, on peut parler de. En fait, il y a des gens qui réfléchissent en termes de pages, de parties, de chapitres, effectivement. Mais on sent que la différence entre roman et nouvelle, c'est qu'en fait, le roman est plus long, l'histoire du roman est plus longue, il peut prendre des pages. Nous avons euh, la référence en matière de longueur romanesque. Il y a effectivement Flaubert, Charles Flaubert avec donc Madame Bovary, voyez-vous. Mais les fileuses d'amour, par exemple, d'André-Marie Diagne, effectivement, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle. Le nombre de pages est assez limité, et vous voyez, mais c'est à peu près la même chose. Le conte maintenant, alors, on donne une autre particularité, parce que le conte voit ce qu'on appelle le merveilleux et le fantastique. Dans le conte, on raconte maintenant des histoires qui relèvent du merveilleux et du fantastique. Pourquoi? Parce que les histoires sont extraordinaires. C'est comme également dans l'épopée, à la seule différence que l'épopée, ça parle de l'histoire d'une personne, d'un héros historique. Et là, on raconte des faits extraordinaires. Dans le conte, par exemple, on vous dit que dans les contes d'Amadou Pumba, il y a des faits tellement utopiques, extraordinaires, une marmite qui se cuisine toute seule. Voilà. Ou bien on vous dit, euh, bon, dans l'épopée également, il y a l'épopée de Sundiata ou l'épopée Mandé. Vous vous souvenez, Sundiata qui n'a jamais marché et qui décide un jour de marcher. Et Oui, C'est qui c'est se extraordinaire. ça. Oui, Monsieur, Yuna mais, Yonde, oui. mais aussi dans le conte, on éduque en même temps, non? Oui, on reviendra sur les fonctions. Actuellement, on veut quand même différencier. D'abord, la poésie et le roman, on l'a différencié, vous savez nettement la différence. Il faut différencier également le roman et ses sous-genres. C'est important. Voyez-vous, le roman et les sous-genres. Disons que la Moi, nouvelle, on l'a dit que c'est un petit roman. Pour dire maintenant que c'est un petit roman, alors le nombre de pages est assez limité. Mais le conte par rapport au roman, le conte par rapport à la nouvelle. le conte, ça raconte des histoires extraordinaires, du merveilleux, alors Oui, que la nouvelle, d'habitude, c'est plus de la réalité. merci beaucoup. Vous appelez Yuna Yonde, hein? Oui. Votre nom est très générique, Yuna Yonde. Deux Y. Oui. Merci beaucoup. Vous êtes dans quel établissement, Yuna? Je suis au lycée de Thiaroye. Au lycée de Thiaroye. Avec quel prof de français? Notre professeur, monsieur, Ah, monsieur, Yuna, c'est pas gentil, hein. Tu dois pas oublier. euh, Yuna, c'est pas gentil, Yuna. Oh, Yuna, c'est pas non. Yuna, c'est mon pseudonyme. Ah, d'accord, c'est votre surnom. C'est votre vrai nom, c'est comment? Fatima Yahandoy. Ah, votre Maria. Mais le problème, c'est que comment tu as pu trouver, tu as pu oublier le nom de ton prof de français? C'est que je viens comme ça, je suis transférée là-bas. Je suis que cette année-ci. Ah, d'accord, c'est bien, je comprends.
Ça peut être une Moi, excuse, hein, mais ça. j'aime beaucoup le français, mais j'ai tendance à oublier le nom des profs parfois. Ah, d'accord. Monsieur. Mais de En M. cas, je me Diop, M. rappelle, Diagne, je vais vous dire. d'accord, d'accord. OK, merci beaucoup pour. Nous remercions tous les collègues du lycée de Carré. Alors, voilà. Donc, pour dire, en fait, parler des comptes, effectivement, des faits assez extraordinaires, comme l'a dit Yuna Yonde, effectivement, qui relèvent de l'extraordinaire, pour ainsi dire. Quand l'animal est doté de parole, quand la marmite parle, quand l'arbre parle, c'est vraiment des faits. On exagère un peu dans l'imagination. Parce que tout simplement, dans le roman, effectivement, c'est ça le charme. C'est une œuvre imaginaire en prose. Alors, l'histoire est Le compte est, inventée. ils sont dans l'extrapolation. C'est bien. Dans l'extrapolation. Merci beaucoup. Merci, Yuna. Ce serait bien maintenant de fermer le micro juste après intervention. Et si vous voulez intervenir, vous levez la main, je vous donne la parole. Comme ça va être beaucoup plus fluide, Yuna. Merci beaucoup. Alors, pour dire D'accord. quoi? Voilà. Pour dire que, effectivement, dans le conte, on a quand même des faits extraordinaires. Dans l'épopée également, on a des faits extraordinaires. La seule différence, c'est quoi? Alors, dans l'épopée, ça va, c'est comme un roman historique quelque part. Ami Dien Faye, oui. Ami Dien, vous avez la parole. Vous voulez poser une question? Monsieur, c'est pas Amidien, c'est Ami Diop. Ah, Ami Dien Faye, excusez-moi. Ami Diop Faye. Excusez-moi, Monsieur, Ami Dien. Ah oui. on peut dire que l'épopée, Mhm. c'est un genre fictif renvoyant au temps, Oui, voilà, renvoyant autant. oui, oui, au temps d'une société en vue de retracer l'origine d'une famille. Voilà. L'origine d'une famille, ça peut être l'origine d'une famille, ça peut être également, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, l'itinéraire d'une personne, d'une personnalité, Oui. d'une figure emblématique, etc. Alors, ça veut dire donc qu'on raconte, on met l'accent sur, comme tu dis, sur un fait bien déterminé, ou bien sur une personnalité bien déterminée, historique, etc. Parce que Sundiata Keita, nous savons qu'il a existé dans le temps, mais quand on raconte son histoire avec des faits assez utopiques, des faits assez extraordinaires, qui relèvent du merveilleux ou du fantastique, imaginez, d'accord, le fait qu'il n'a pas marché depuis son enfance et qu'il décide un jour de marcher avec une barre de fer. Ça même, ça peut ne pas être extraordinaire, mais sa mère avait besoin uniquement de feuilles de baobab. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a déraciné le baobab en venant. C'est un fait extraordinaire. Moi, je pense comment il a fait pour ceinturer le baobab, autant maintenant pour pouvoir le soulever. Il est déraciné, ce fait-là vraiment, pour un être simple. Ordinaire, vraiment, c'est un fait extraordinaire. Et voilà, on est dans l'exagération, comme l'a dit tout à l'heure Yunayon, quand on est dans l'univers du conte ou de l'épopée. Alors, avec une différence que vous venez donc d'évoquer. Alors, là, je tenais quand même à montrer le roman par rapport à ce sous-genre, même si, effectivement, vous verrez donc d'autres sous-genres comme le mythe, n'est-ce pas? Il peut être un sous-genre du roman, la légende, n'est-ce pas? Alors, mais Le c'est pas. dicton, Hmm? les dictons. Dictons, c'est plutôt dictons, c'est comme les proverbes, n'est-ce pas? C'est des charades et des proverbes. Mais peut-être les gens parleraient de l'essai qui est la dimension un peu scientifique du roman, scientifique, parce que c'est un fait quand même tiré donc d'une certaine réalité, une analyse sur un fait bien déterminé ou sur des événements bien déterminés. Alors, il y a Aïssatou dit ils peuvent en partie dire la réalité, mais ils rajoutent des choses pour attirer l'attention du lecteur. Très bien. Tu as vu juste Aïssatou. Effectivement, il peut y avoir une part de réalité, mais on est beaucoup plus dans les faits extraordinaires, dans le merveilleux et le fantastique que dans la réalité. On reviendra un peu sur ça. Maintenant, pour avancer un peu et revenir à notre exercice, je voudrais, comme l'a fait M. Dien, revenir, si vous le permettez, sur les fonctions du roman. Le roman, maintenant, pourquoi? Les fonctions du roman. Alors, il faut le dire. Alors, il faut le dire et le répéter. Le roman a beaucoup de fonctions, mais il y a ce qu'on appelle les fonctions principales que M. Dien a abordées l'autre jour et qui méritent évidemment attention. Pourquoi? Parce que la plupart des sujets, lors de l'épreuve du effectivement, on met l'accent principalement sur ces fonctions-là. Je dois dire, le fameux débat réalité
fiction. Le roman, réalité et fiction. Le roman est-il une œuvre réelle ou une œuvre de fiction? C'est un débat, effectivement, comme l'a dit M. Dieng, qui revient très souvent au but. On vous dit, le roman est-il le reflet de la réalité ou les histoires racontées émaneraient-elles donc de l'imaginaire? Voyez-vous, la part de fiction et la part de réalité dans le cadre d'un roman. Aïssatou nous a un peu donné tout à l'heure, effectivement. Alors, elle demande quelle est la fonction primordiale. On reviendra à Aminata Gaye sur la fonction primordiale. Effectivement. Et là, je peux même anticiper peut-être pour vous permettre un peu, pour après nous permettre un peu de continuer sur notre sujet. Aminata, dis-moi, par exemple, Aminata, ouvrez votre micro, dis-moi quelle est, selon vous, la fonction principale d'abord de la poésie, quand on parle de la poésie. Quel, quel aspect est beaucoup plus apparent quand on parle de la poésie? Oui, Rokhaya Ndiaye a dit que les fonctions sont très nombreuses. Oui, elle a donné donc des fonctions. Mais revenons. Aïssatou a parlé, mais et j'ai interrogé Aminata. Aminata, allez-y. Oui, oui. Quand on parle de la De la- poésie, ouais. la fonction primordiale de la poésie, je pense que Ça a un peu grincé, Aminata. Reprenez. pour la poésie, la fonction Ouais, primordiale, je pense que c'est la fonction esthétique. de la fonction esthétique. Je Oui. suis parfaitement d'accord. Parce que ce qu'on voit, quand on voit la poésie, ce qui est beaucoup plus apparent, c'est l'aspect effectivement forme. Les rimes, les sonorités. On met l'accent plus sur la forme que sur le fond. Effectivement, et là, la fonction esthétique est beaucoup plus apparente. Maintenant, quand on parle de théâtre, avant de revenir sur le roman, quand on parle de théâtre, quelle est la particularité? Peut-être que vous n'avez pas encore abordé le théâtre, bon, moi, on peut vous dire, mais quand on parle de théâtre, on fait plus, euh, on met plus l'accent sur l'éducation, la formation. Le théâtre est né pour éduquer. Le théâtre est essentiellement didactique, alors que la poésie est esthétique. La poésie, elle n'est pas divine, elle est esthétique. Tout dans la poésie renvoie à la forme. Les vers, les rimes, les sonorités, les figures de style. Donc, on n'a pas parlé des images, des symboles et des paraboles. Tout renvoie à la séduction. Le poète est un charmeur, un séducteur. Sa façon de parler tire l'attention. Sa façon de parler est particulière et extraordinaire sur le plan, contrairement au langage ordinaire. Et donc, quelque part, il veut se faire remarquer par les mots, par les termes. C'est un orfèvre du mot. Il dit, il lime, il cisèle le mot, il sculpte le mot pour chercher la perfection formelle. Œuvre sort plus belle d'un travail, d'une forme au travail rebelle. Vous vous souvenez? Et donc, pour dire qu'effectivement, la poésie est esthétique. Mais le roman, du moins le roman, il y a quand même une fonction essentielle, et M. Dien l'a rappelé l'autre jour, effectivement, c'est la fonction, voilà, disons, ludique. Parlons de la fonction ludique. Donc, on parlait de fonction évasive, mais la fonction ludique. Le mot ludique vient du mot loisir. Vous allez nous permettre, Ami, un peu de sauter la réalité fiction pour revenir sur la fonction ludique, effectivement. Alors, le mot ludique vient du mot loisir. Loisir, la distraction. Le loisir, c'est ce qui nous passionne, ce qui nous distrait, ce qui nous amuse, ce qui peut nous attendrir, nous, 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 nous plonger, pour ne pas parler de la fonction un peu. Parce qu'il y a des gens qui ne, qui ne font pas trop de différence entre la fonction évasive et la fonction ludique. Mais alors, la, le roman est ludique, sinon évasive. Évasif, pour ne pas dire donc la fonction évasive. Dans tous les cas, il y a l'évasion. Le roman, à travers le conte, à travers l'épopée, à travers la légende, à travers les sous-genres, voyez donc, nous évadent parce qu'on raconte des faits extraordinaires qui nous font voyager naturellement.
un monde où l'animal est doté de parole, un monde où les arbres parlent. C'est pas notre monde. On fait voyager dans un autre univers. Ça, on le voit pas dans le monde où nous vivons. Les arbres ne parlent pas. Hein? Les animaux ne parlent pas. En tout cas, ne nous parlent pas nous, d'un langage qu'on peut déchiffrer. Alors, quand on nous amène cela dans un univers où l'animal est doté de parole, où les choses sont dotées de parole, comme l'arbre, où une marmite pourrait se cuisiner tout seul, comme dans les contes d'Amadou Koumba, véritablement, on n'est pas dans notre univers. On nous a fait voyager dans notre univers. Et là, la fonction, c'est quoi? C'est pour nous distraire. Et donc, vous voyez, donc, quelque part, le roman vise à nous distraire. Et quand quelqu'un dit que moi, ma passion, c'est la lecture, mais ce qu'il veut dire en réalité, c'est la lecture des romans, des œuvres de fiction. Pourquoi? C'est parce que c'est passionnant. L'individu aime qu'on lui raconte des histoires, qu'on lui dit oui, c'était un jour, il fut un temps, du temps immémoriaux, etc. On aime qu'on nous raconte des histoires. Surtout maintenant, des histoires où les gens, effectivement, où, qui nous permettent un peu de nous détacher de notre quotidien. De nous détacher de notre quotidien qui est parfois ennuyeux, il faut le dire, quelque part. Donc, nous sommes dans cette public. Donc, les romanciers sont dotés d'imagination, raison pour laquelle on dit, on dit que un romancier écrit son livre, roman, il prend la responsabilité de la mentir. On reviendra sur ça, c'est tout. C'est tout. Oui. Et le mensonge romanesque. Ne soyez pas pressés, on y reviendra. Mais nous saluons Gammo Ndiaye, Doufi, saluons également Maïmouna Sow, autant que Maguette Bien, Awandour également, on l'a dit tout à l'heure. Il y a Étienne, Jean-Marie Tendeng, oui, on a dit Tendeng. Merci en tout cas pour votre connexion et bien d'autres. Mohamed Wade également. Mohamed Ibrahim Badji. Donc, et autant vraiment d'élèves vraiment merveilleux qui nous ont rejoints et qui ont voulu vraiment participer à ça. Mais n'hésitez pas, si vous voulez, effectivement poser des questions ou faire des contributions. Le roman distrait. Le roman nous amuse, amusement, distraction, amusement. Pourquoi? Par ces belles histoires, par ces histoires extraordinaires. On est séduit par la capacité d'imagination. Les romanciers inventent des histoires extraordinaires. Je vais rendre hommage à une écrivaine sénégalaise très pointue, que moi j'apprécie. J'apprécie vraiment sa plume. Donc, c'est Madame Lo. Madame Lo, c'est elle qui a écrit Un homme infidèle et parfait. Un homme infidèle et parfait. Ouais. Même les titres sont inspirants. Ouais, comment un homme peut être infidèle et parfait? Pour regarder son ouvrage, effectivement, elle a su démontrer avec efficacité qu'on peut être infidèle et parfait. Alors, Maguette Dieng, oui, salam mon cher Jack, je vous suis d'accord. Oui, professeur, vous le suivez. J'ai vu Maguette Dieng, mais j'ai vu qu'effectivement, Maguette, c'est le professeur Dieng qui a fait un cours mémorable la semaine dernière, le samedi dernier, et qui nous suit. Ça rassure, effectivement. Moustapha Ndiaye, le roman est ludique car elle cherche à combler les ennuis et la solitude de l'homme. Merci beaucoup. À travers des histoires imaginaires et extraordinaires. Mais c'est très bien, Moustapha Ndiaye. Ce Moustapha Ndiaye-là, il est très pertinent. Moustapha Ndiaye, si je vous connaissais, j'allais vous donner plus de également. Ou bien je demanderai à votre professeur de vous donner plus de... Oui, c'est bien vu, effectivement, que le roman est une question. Le roman est un loisir. Le roman alors, nous distrait. Le roman nous amuse. On aime lire des romans. On aime lire des histoires racontées parce que ça nous plonge dans un autre univers. Et cet univers nous permet même d'oublier un temps soit peu le caractère parfois
ennuyeux ou ennuyant de quelque part de notre quotidien. Effectivement, ce fait-là est apparent, dans le roman. Donc, principalement, effectivement, d'office, je dirais que la fonction ludique pourrait effectivement considérer comme étant une fonction essentielle du roman ou la fonction évasive ou bien ludico-évasive. Je préfère le terme fonction ludico-évasive parce que certains collègues également veulent qu'on ne dissocie pas fonction ludico, alors évasive. Parce que, voilà, la finalité de toute évasion également, c'est de procurer un plaisir. La finalité de toute... Mais ludico par rapport au terme loisir, tout ce qui nous distrait, tout ce qui nous amuse, alors, et véritablement, ça, alors, ça, c'est un, alors, c'est un principe fondamental. Au-delà maintenant de ça, Moussa Dieng l'a appelé l'autre jour. Yonde, oui, le surnom, c'est ce qui est affiché, comme ça, je n'ai pas retenu le nom propre. Vous voulez intervenir? Oui. Oui, parce que mon nom propre, il est trop long. D'accord. Entre la fonction ludique et la fonction évasive, moi, je crois qu'il y a à peu près une dissociation. On peut bien faire la différence entre les deux. Parce que la fonction ludique, il est indiscutable que c'est pour donner du loisir aux personnes, leur faire divertir, leur faire oublier. Mais la fonction évasive, quelque chose peut être évasif sans aussi donner du plaisir parce qu'on peut s'évader dans le futur, se projeter pour s'imaginer ce que ça serait. Et cette évasion-là peut être une évasion positive comme négative. Et aussi, Non, machallah, machallah, Yuna, tu as plus 5. Non, tu as tellement bien vu, effectivement. Effectivement, comme tu l'as bien expliqué. Alors, tu as plus 5 pour le prochain devoir. Je dirais à votre professeur de vous mettre plus 5. C'est tellement pertinent, Yuna. moi, Tu as- mon frère, je me souviens, c'est Monsieur Lee. Ali, Oui, des teints un peu clairs. non, Non, il est non, sérieux. non. Il se vante tout le temps d'être sérieux même. Un serrure, c'est un bon serrure. Oui. Un lit serrure, c'est étonnant, hein, un lit Il serrure. est sérieux à tel point qu'il dit, quand même, les sérieux, notre premier président, Léopold Sédar Senghor, il était sérieux. Il Ah. dit, Abdou Diouf, il était sérieux. Et les lits, c'est des halpras souvent. Ah, C'est étonnant, c'est bizarre, non, c'est bizarre. c'est bizarre. Maintenant, Yuna, Oui, alors, comme tu l'as bien dit, effectivement, on peut faire une différenciation. Il y distinction, a une oui, étanchéité entre, oui. effectivement, le ludique et La l'évasif. vague, oui. Voilà, c'est très bien. Maintenant, je vais vous expliquer. Il y a aussi un espace d'imbrication. Et l'espace d'imbrication est beaucoup plus grand. Mhm. Alors, effectivement, ce qu'ils ont en partage est beaucoup plus important que ce qui les différencie. C'est pourquoi certains collègues, effectivement, décident de les mettre ensemble. Parce qu'ils disent que pourquoi l'auteur nous cherche effectivement à nous évader? Pour la plupart du temps, c'est pour nous distraire, pour nous amener dans un autre univers qui peut nous faire rêver. C'est ça la vocation. Mais comme tu l'as si bien dit, l'exception, c'est quoi? On peut nous amener dans un monde pour nous faire peur. Oui, évoquer des choses qui nous rendent complètement amnésiques parce que, oui, on a, on convoque le merveilleux parfois pour créer une certaine panique. Là, on est distrait ou on n'est pas distrait? C'est ça également c'est une question. Mais effectivement, mais pour la plupart du temps, chers élèves, quand on évoque l'évasion, quand le romancier décide de nous faire pénétrer dans des univers extraordinaires, c'est pour nous amener dans un cadre où, qui nous fait rêver, qui peut nous distraire. Parce que la notion de distraction, c'est pas ce qui vous fait rire, Yuna. Là également, il faut qu'on précise. Le comique n'est pas uniquement ce qui est distrait, parce que quand vous parlez de fonction ludique, les gens pensent que c'est ce qui peut faire rire, etc. La distraction, c'est ce qui peut faire amuser, rire, etc. Mais attention, dès qu'on Mhm. change de cadre, dès qu'on change, on était triste, on n'était pas dans nos meilleures formes, on lit un roman,
On oublie un temps soit peu cela, d'où le caractère parfois même thérapeutique du, du ludique ou de l'évasif. Parce que c'est pour nous faire oublier, donc, quelquefois, les contingences de la vie moderne. Et de ce point de vue, il nous, il nous distrait. Distrait. Mhm. Voilà. Il nous amuse, d'où maintenant, effectivement, comme on dit, la fonction ludique. Mais, dites-vous que à 95%, en tout cas Oui, d'après notre modeste expérience, quand le romancier, effectivement, décide de convoquer le merveilleux et le fantastique pour nous évader dans le roman, soit dans le conte, soit dans l'épopée, c'est pour nous amener dans un cadre qui peut nous faire rêver. Et souvent, et ce cadre-là, effectivement, nous procure un certain plaisir parce qu'on oublie notre situation initiale pour pénétrer dans une nouvelle situation qui nous, voilà, qui nous amuse, qui peut nous faire. Effectivement, c'est dans cette logique. D'où, effectivement, le caractère également à ne pas nier ludico-évasif du roman. Même si, comme tu l'as si bien expliqué, on peut nettement faire la différence. Maintenant, on va revenir pour, alors, ne pas trop nous attarder parce qu'on a un exercice, n'oubliez pas. Alors, il nous reste une oui. heure de temps. En 30 minutes, 45 minutes, on peut faire l'exercice. Mais je voudrais Mhm. quand même attirer votre attention sur un fait. C'est la fonction, comme l'a dit l'autre jour. Alors, Monsieur Quin, la fonction dite, le roman. Alors, effectivement, dans une certaine mesure, alors, enseigne des valeurs et des vertus. L'univers du roman est truffé de leçons de morale et de vertu. L'univers du roman est effectivement un univers où il y a des orientations précises. Regardez bien, dans le roman, il y a toujours un personnage, le personnage principal, qui part de zéro, qui traverse des épreuves, des hauts et des bas, et qui devient à la fin quoi? Un, Un héros. un héros. On part de zéro à héros. Comme dit notre ami Alfred de Musset, l'homme est un apprenti, la douleur est son maître, nul ne peut connaître tant qu'il n'a pas souffert. Le fait qu'on nous parle d'un modèle Tom, d'un personnage qui part de rien, qui traverse des épreuves jusqu'à arriver à tutoyer les sommets, à réussir malgré les épreuves, qui brave tonnant des cataclysmes pour arriver à l'essentiel, celui-là, l'auteur nous le présente comme un modèle, comme un modèle. Ne soyons pas distraits par les romans, les belles histoires. Au-delà, ces histoires-là nous parlent. Et même parfois à travers les titres. Regardez bien, en réalité, quand on regarde, par exemple, justement, quand on regarde euh, celui qui est considéré comme étant, euh, euh, comment on l'appelle, c'est-à-dire que quand on regarde souvent les personnages, certains personnages, hein, on est séduit. Parfois même, c'est vrai qu'il y a beaucoup de romans qui ont été portés sur l'écran, comme sous forme de téléfilm ou de films même, mais on est séduit par certains personnages, de par leur charisme, de par leur volonté, de par, donc, effectivement, leur capacité à surmonter et à gravir des échelons. Cela veut dire quoi? Que ces modèles-là de personnages-là, ne partent de rien et qui réussissent. Cela nous inspire. Je voulais donner l'exemple de Nini. Nini, la mulatresse de Saint-Louis. Bon, rien que le titre, l'auteur nous oriente déjà. Ni. Il n'a pas choisi gratuitement le titre. Parce que Nini est une mulatresse, c'est une métisse. En réalité, dès le titre, Nini, il veut nous dire ni noir, ni blanc, ni blanche. Oui. Elle n'est pas tout à fait noire, elle n'est pas tout à fait... Elle est hybride. Voyez-vous? Et pourtant, je pense que Nini, la mulatresse de Saint-Louis, alors que le nom Nini, déjà, nous oriente. C'est ni noir, ni blanc. Ça veut dire qu'une personne ne doit pas être hybride. Ni au pôle nord, ni au pôle sud. Il faut savoir se situer et prendre effectivement ses responsabilités. On dit souvent dans un langage que coup,
tu te dis, en fait, on le dit pour dire qu'en fait, quand tu ne te réclames pas d'une communauté bien déterminée, tu risques même parfois de perdre. Comme on dit, ku wàcc sa ànd boo dem fekk fa borom. Il faut savoir assumer parfois son identité et ne pas chercher à être hybride. Et que même certains psychologues disent que l'hybridité est un degré de folie. Quand tu es ni au pôle nord, ni au pôle sud, personne ne peut te situer. Et là, c'est révélateur. Il y a beaucoup d'autres romans. Moi, je parle par exemple des romans initiatiques. Quand on parle des romans initiatiques, et là, vous allez vous rendre compte que ces romans-là, effectivement, ces romans-là nous orientent et nous renvoient vers une initiation bien déterminée. Je donne des exemples simples. Aujourd'hui, je dis que donc, je voulais parler des romans africains. Par exemple, si vous prenez Karim de Ousmane Sosé Diop, Karim était à Saint-Louis. Il travaille là-bas. Alors, à un certain moment, dans une rivalité, il a perdu Mariem. Après, il a décidé de venir à Dakar. Il est venu à Dakar, il a travaillé, etc. Après, il est retourné à Saint-Louis. C'est comme si euh, il n'était pas dans des conditions meilleures. Il est allé à l'aventure pour se bonifier, pour chercher également effectivement, sur tous les plans, à se, à se, à gravir des échelons et il revient effectivement pour mieux, comme dit la défense élastique, reculer pour mieux sauter. Jambar Daoul, mais il faut outil d'olé. Même si on prend l'exemple de Maïmouna Dablaï Sadji. Maïmouna était à Louga avec sa mère Yaïdaro. Elle ne sentait pas que ces conditions-là étaient meilleures. Elle voyait donc l'image de sa sœur qui est Rihanna, qui est à Dakar. Elle voulait être comme elle. Elle est partie, elle a fait le voyage. Malheureusement, elle a rencontré des problèmes. Comme on dit, les mirages de Paris. Elle a rencontré des problèmes et elle est retournée également. Parfois, on peut sous-estimer nos conditions naturelles en voulant chercher, comme on dit, l'air enchanteur, on se rend compte que cela n'est qu'un mirage et on revient désillusionné. Tout ça, même les titres, je vous dis, même parfois les histoires, au-delà des faits qui sont évoqués, il y a ce qu'on appelle des leçons de morale, des orientations précises et concises qu'il faut mettre en évidence. D'où maintenant le caractère didactique. Les romans, au-delà de ces histoires, au-delà des personnages, chaque personnage est un modèle. Même s'il présente des défauts, on voit que ce défaut-là va l'amener quelque part où, quand même, véritablement, le sort, comme on dit, ne sera pas bon, sera même fatal. Quand quelqu'un cultive le bien, il va avoir des lendemains meilleurs. Quand quelqu'un cultive le mal, il aura donc, comme on dit, celui qui ne suit pas la sueur de son front, heureux viendra étendant la jeunesse à sa vieillesse. Vous dites effectivement, tout dans le roman, parfois, nous parle et nous oriente vers des comportements et des attitudes responsables tenir. D'où maintenant parfois le caractère. Dans le roman, on nous oriente, on nous sensibilise, on nous informe pour mieux nous instruire et nous éduquer, nous adapter à avoir des comportements meilleurs. On y reviendra globalement. Malheureusement, il nous faut exporter notre corpus aujourd'hui, notre exercice. Sinon, on risque de, si vous le permettez, on risque de revenir. Mais tout cela, M. Dien l'avait déjà abordé. J'ai voulu justement donner des exemples dans le roman africain, puisque lui, il est revenu sur les exemples, effectivement, dans le roman français, et des exemples très éloquents, très pertinents. Mais on l'a vu effectivement aujourd'hui nuancé, puisqu'il n'avait pas le temps de parler du roman africain. On est revenu particulièrement aujourd'hui et voyez l'exercice qui a été donné et consacré effectivement au roman africain qu'on va étudier ensemble. Mais on va joindre l'utile à l'agréable. Vous verrez donc quelque part que je vais lui donner un texte où on pourra réviser également les étapes de l'argumentation, les étapes de la dissertation. C'est important. Un élève, un bon candidat à l'examen doit impérativement maîtriser la dissertation. Parce que les deux premières épreuves de l'examen, c'est soit la dissertation, soit également le résumé suivi de discussion. La discussion est une dissertation. On l'appelle dissertation orientation. Donc, un élève a plus de chances de faire une dissertation, quel que soit alpha, même s'il prend le résumé, il fait une dissertation parce qu'il fait la discussion. Donc, maîtriser les techniques, les étapes de l'argumentation,
c'est essentiel, fondamental pour un bon candidat à l'examen. Sans quoi, vous y allez avec une déformation, ou bien vous y allez avec une jambe qui ne marche pas. Vous allez boiter parce que vous n'êtes pas assez préparé. Maîtrisez la dissertation, s'il vous plaît. Et ce n'est pas compliqué. Les étapes de la dissertation sont très simples à comprendre. L'introduction, il y a des erreurs à respecter. Vous les respectez. Vous faites des exercices, vous les maîtrisez. Le développement, il y a au moins 3 parties. Il y a maximum 3 parties ou 2 parties parfois. Thèse, antithèse, synthèse. Ou bien, voilà, avec un plan, comme on l'a dit l'autre jour, un plan inventaire, tu fais, ou bien un plan analytique, où tu as 2 ou 3 parties à analyser. Mais ce n'est pas compliqué. Et que dans chaque partie, vous avez 2 paragraphes, au maximum 3 paragraphes, avec une introduction passée, une conclusion passée. Vous avez l'essentiel. Donc, je reviendrai un peu sur ça. Moi, je ne cesserai jusqu'à la veille du bac de parler de dissertation avec vous, parce que c'est essentiel. Et je vous dis, même dans le commentaire, vous faites de la dissertation, vous faites de l'argumentation, analysez, même au-delà des outils d'analyse. Vous allez vous rendre compte, on va aborder le commentaire la prochaine fois. Mais vous allez vous rendre compte que quand on n'a pas une capacité discursive, une capacité argumentative, on n'est pas un bon candidat à l'examen. On risque d'avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que même dans le commentaire, on fait des analyses. On analyse des faits. Et il y a un cheminement, un canevas, un style pour analyser ces faits-là. Mais ça ne sort pas dans une capacité à argumenter. Vous pouvez avoir des idées pertinentes, mais si vous ne les argumentez pas, vous ne les défendez pas, vous ne les illustrez pas, c'est comme si vous construisez un château sur du sable mouvant. Ce sera toujours à la merci du vent. D'où l'impérieuse nécessité, quel que soit Alpha, pour un bon candidat à l'examen, de maîtriser la dissertation. Akana Academy est là pour vous aider effectivement à maîtriser cet exercice. Alors, vous allez me permettre un peu. Quelqu'un va lire. J'aurais bien aimé avoir une voix féminine, mais les garçons aujourd'hui sont abonnés absents. Hein. Je ne vois pas trop de réaction. Alors, Moi, quelqu'un, monsieur. Ami Diop Faye. Ami Diop a levé la main. Ah, Yande, Yonde. Yuna Yonde, voilà, Yuna Yonde, vous voulez intervenir? Alors, Oui, lisez le texte, s'il vous plaît. Oui. On Le vous écoute. roman africain. Oui. Oui. Le roman africain. Je commence. Allez-y, on vous écoute. Le roman africain de contestation occupe une place centrale dans la littérature africaine contemporaine. Il émerge comme une réponse aux injustices historiques, aux oppressions politiques et sociales et aux déséquilibres économiques qui marquent les sociétés africaines. À travers ce genre littéraire, les écrivains africains dénoncent, résistent et revendiquent, faisant du roman un outil puissant de transformation sociale et de réappropriation identitaire. Le roman africain de contestation trouve ses premières racines dans le rejet de la colonisation et ses conséquences. Il met en lumière les ravages du colonialisme sur les structures sociales, culturelles et économiques. Ce type de roman conteste l'ordre colonial en redonnant une voix aux opprimés, comme Chinua Achebe, Things Fall All Apart, 1958, par exemple, critique l'ethnocentrisme des colons en montrant la richesse des cultures précoloniales. Sembène Ousmane, Les bouts de bois de Dieu, en 1960, quant à lui, il valorise la résistance des travailleurs africains face à l'exploitation coloniale. Avec les indépendances, la contestation littéraire ne faiblit pas. Elle se tourne alors vers les dérives des régimes coloniaux. Les écrivains dénoncent la corruption, la dictature et l'inefficacité des élites qui reproduisent parfois les systèmes oppressifs hérités de la colonisation. Des auteurs comme Amadou Kourouma, Les Soleils des indépendances en 1958 et Sori Labou Santi, La vie est demi en 1979 explorent les contradictions des États africains indépendants. Nkrumah
critique la désillusion des peuples face aux promesses non tenues des indépendances, tandis que et la brutalité des régimes autoritaires. Toutefois, le roman africain de contestation ne se limite pas aux questions politiques. Il aborde également les inégalités sociales, économiques. Les écrivains utilisent le plume pour dénoncer des phénomènes comme la pauvreté, l'exploitation des femmes et les pesanteurs culturelles. Des autrices comme Mariam Ba en 1979 ou Conditions en 1988 donnent une voix aux femmes africaines marginalisées. Elles contestent les structures patriarcales. Elles contestent les structures patriarcales, appellent l'émancipation féminine dans une société en mutation. Enfin, le roman africain de contestation des siècles de domination étrangère, il cherche à réhabiliter les langues, les traditions et les valeurs africaines. Voilà. Souvent mises en péril par l'hégémonie culturelle. Des écrivains comme Ngugi wa L'hégémonie Thiong'o, culturelle, qui fit décrire en You, film, ou Aminata Tall, qui valorise la tradition sénégalaise dans la grève débattue en 1979, témoigne de cette. alors, oui, alors, d'accord. Donc, elle est partie. Je voulais, effectivement, ça grinçait parfois. Je pense que c'est les effets donc des cours en ligne. Je voudrais un peu revenir un peu sur deux choses. Elle a bien lu, hein, il faut le dire, en fait, elle a bien lu. Il y a des termes peut-être qui n'ont pas été bien prononcés, comme par exemple Ngugi wa Thiong'o. Ngugi wa Thiong'o. Les écrivains comme Ngugi wa Thiong'o qui Ngugi choisissent wa d'écrire. Thiong'o. Allez-y. Ngugi wa Thiong'o. Ah, oui, voilà. Allez-y. Vous êtes devenu. Yoni, Oui, Yoni, on vous entendait plus, oui. Alors, vous étiez encore à ce niveau-là. Commencez par enfin le roman africain de contestation lutte contre l'aliénation culturelle imposée. Commencez par là-bas et vous descendez. Parce que ça grinçait, quoi. On ne vous entendait pas bien. enfin, le roman africain de contestation lutte contre l'aliénation culturelle imposée par des siècles de domination étrangère. Il cherche à réhabiliter les langues, les traditions et les valeurs africaines. Comme souvent mises en péril par l'hégémonie culturelle occidentale, les écrivains comme Ngugi wa Thiong'o, Wachongo, Ngugi Wachongo, Wachongo. Wachongo, Oui. les écrivains comme Ngugi wa Thiong'o, qui choisit d'écrire en Kikuyu pour affirmer son identité, ou Aminata Sow Fall, qui valorise les traditions sénégalaises dans la grève débattue en Dans 1970. la grève, Débattue. des bateaux, bateaux comme en Wolof, bateaux. Ce Un sont bateau. bateaux, bateaux. Ce sont des, en fait, des gens de grandes cuillères là, en fait, mais à partir fabriqués à partir d'un arbre, le bateau. C'est-à-dire que Hmm, c'est le moyen avec lequel ils mangeaient, quoi, les mendiants. bateau. C'est comme une calebasse. Et voilà, mais il y a un bout qui ressemble un peu à une grande cuillère. Hmm, Bateau, on l'appelle la grève des bateaux. Bien. C'est le moyen avec lequel ils mangeaient, quoi. Donc, on dit on dit que les mendiants ont refusé donc d'aller manger. On dit la grève des bateaux. Bateaux. La grève des bateaux. Voilà. En Allez-y. 1979, témoigne de cette volonté de réappropriation culturelle. Le roman africain de contestation est bien plus qu'un genre littéraire, c'est une arme de lutte contre l'oppression, une quête de justice et un vecteur de changement. En donnant la parole aux sans-voix et en interrogeant les structures du pouvoir, il contribue à forger une conscience critique indispensable pour construire des sociétés plus justes et plus équitables. À travers lui, les écrivains africains ne se contentent pas de raconter des histoires, ils participent activement à la transformation de leur monde.
Très bien, très bien. Merci en tout cas, Yuna Yondé, pour cette brillante lecture, hein. Vous avez de vraies qualités de lectrice, hein. Vraiment, Merci. vous articulez bien, prononcez bien, machallah. Vous avez une bonne diction, une bonne intonation. En tout cas, je vous encourage à davantage Merci. lire, mais vous avez de réels talents quand même qui ont... Alors, on va doucement passer à l'exercice. Certains peut-être ont lu le texte parce que le texte était disponible bien avant et que vous avez eu le temps donc de lire. Alors, ce qui est ici, c'est quoi? Il faut qu'on sache euh, effectivement identifier le thème. Donc, en fait, la thèse principale ici, c'est quoi? Effectivement, le sujet parle du roman et du roman africain, mais si vous regardez, on a mis l'accent sur un fait, sur une thèse bien déterminée. Et quelle est la thèse? Qu'est-ce qui est mis en évidence ici? C'est important. Et vous allez vous rendre compte que nous allons suivre effectivement les mêmes logiques de l'argumentation. Vous allez voir que le texte a été bâti sous un élan argumentatif bien structuré, comme vous devriez le faire, comme si vous étiez dans une dissertation au bac. Si on vous donnait un sujet, une thèse, comment élaborer cette thèse-là? Quand même, mettre l'accent sur un raisonnement cohérent. Alors, alors, donc, Aminata Sall, oui. Il faut ouvrir votre micro, Aminata. Oh, donc, oui. Alors, ici, il s'agit de quelle thèse, si vous avez bien suivi la lecture, ou si vous avez vu, ah, si vous devez faire une dissertation, ici, il y a une thèse qui a été bien élaborée. Sinon, si la lecture vous n'avez pas eu le temps d'entendre, on peut toujours lire ou bien vous donner quelques minutes pour lire. Alors, Khadijatou Diop, quelle est la thèse ici, Khadijatou? Pourquoi de Comtesse, le roman africain de contestation? Merci beaucoup. Ici, il s'agit de la thèse qui est définie, c'est le roman africain de contestation. Alors, le roman africain de contestation, alors, vous vous rappelez en première, Khadijatou, quand on parle du Oui, roman africain et qu'on parle de la périodisation du roman africain, on avait dit qu'il y a trois veines, il y a trois phases, de 1920 à 1945, roman africain. On dit qu'il y a trois phases du roman africain. Il y a 1920, 1945. Comment on appelait éventuellement ces types de romans. Il y a également 1945, 1960. Comment on appelait le type de roman africain? Alors, il y a 1960 à nos jours, 1960 à nos jours. Il y a également, alors, une façon d'appeler. Alors, la première veine qu'on appelle les premiers romans, on les appelle, c'était quoi? Les romans de, comment on les appelait? Khadijatou, cours de première. Sinon, il y a Gamou Ndiaye Djoufi ou Aminata Sall. Vous ouvrez vos micros. Aminata Sall, Roman, allez-y. roman de consentement. Alors, on l'appelait le roman de consentement. Aminata, on reste avec vous. Pourquoi roman de consentement? Parce que ceux qui étaient là, ils étaient, ils ne luttaient pas contre la colonisation. Vous ne Ils luttez étaient pas d'accord. contre la colonisation, c'est très bien. Et comme on dit l'adage, qui est dit mot? Consent. Consent. Consent, merci beaucoup. D'où le terme consentement. C'est comme s'ils étaient d'accord avec les romans. Et vous donnez un exemple de roman de consentement. Uh-huh. Force, force bonté. Force bonté. Pourquoi force bonté? Parce que Amadou Mapate Diagne a parlé, donc, il y avait donc les trois volontés de Malik également. On peut voir les trois volontés de Malik, n'est-ce pas? Il y a Amadou Mapate Diagne de Malik, mais également Bakary Diallo, force bonté. Les trois volontés de Malik et Bakary Diallo, force bonté. Ce sont des romans, ou bien même d'Augustimi, qui est un roman historique, qui ne, qui ne contestait pas l'ordre colonial. Gamou Ndiaye. Alors, Gamou, tu peux revenir sur la deuxième génération? On l'appelait roman de comment? Oui, bonjour.
Bonjour, Gamou. Oui, on l'appelait Oui, leur contestation coloniale. merci beaucoup. Roman de contestation. Gamou, vous restez Oui, avec nous? oui, Alors, roman de contestation. Pourquoi on l'appelle roman de contestation? parce que ces écrivains contestent la colonisation. Les écrivains contestent la colonisation. La première Oui, génération, c'est comme s'ils ne contestaient pas ou bien ils parlaient d'autres choses. La force bonté, on parle même de roman d'apologie parce que Bakary Diallo fait l'apologie de la puissance coloniale. Il dit que demain la France est une. Il chante les louanges donc des Blancs dans Force bonté. Il parle de la force bonté. Il dit que non seulement la France, elle est bonne, mais sa bonté est très forte. D'où le terme force bonté. Force bonté. Alors, donc, celui-là, c'est l'éloge de la France. Mais dans les trois volontés de Malik, on a abordé des sujets qui n'ont rien à voir avec l'histoire, avec la colonisation. D'autres également, comme Doggy Simi, Paul Azumé, effectivement, parlaient d'histoire et que ça n'avait pas de rapport avec, donc, quelque part, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ordre du colonial, la contestation. Donc, de ce point de vue, on est fondamentalement fondamentalement dans le consentement. Mais dans la deuxième génération, vous pouvez donner quel exemple, Gamou, de contestation? dans Batouala, 1921. Batouala, attention, on est dans 1921, on est dans la première génération. Ouais. Donc, on Euh, avait dit que Batouala, c'est ici, hein? C'est la On a première une vie de génération. boy. Ah, une vie de boy, est-ce que bon, oui, c'est vrai, une ville de boy. Une ville de boy dans la deuxième génération. Mais Batouala, je voulais dire effectivement à l'autre que Batouala, 1921, on est en 1920, à l'exception de Force Bonté, de Trois Frontières de Mali et également de Doguichimi, il y a ce qu'on appelle Batouala. Mais tandis que les autres n'ont pas contesté, Batouala, lui, il a contesté. René Maran. Batouala de oui, René Maran. Lui, il a contesté, n'est-ce pas? Mais la deuxième oui, génération, on a d'abord Ville Cruelle. Ouais, c'est tellement bien libellé que Ville Cruelle, on parle de la cruauté de certaines villes qui ont oui, été implantées par les Blancs. Bon, il y a Exaboto, son vrai nom, Mongobeti. Exaboto a été Ville Cruelle. Et dans cette ville-là, il parlait que les villes qui ont été installées ici, en Afrique, sont des villes cruelles. Pourquoi? Cette cruauté est liée, les gars, il ne parlait Tanga Nord, Tanga Sud. Oui, c'est une Bundaou, le Fennec et la médaille. Oui, effectivement, vous êtes dans la même rubrique de la contestation, n'est-ce pas? Une vie de boy, ou bien c'est le même auteur, le Fennec et la médaille. Le Fennec et la médaille, effectivement. Alors, c'est un roman de contestation et la médaille. Alors, de Ferdinand Oyono. Donc, quelque part, ici, tous les livres, les romans ont contesté l'ordre colonial, contrairement à la première génération. N'est-ce pas? Et voyez-vous, ce roman, le texte de notre texte, c'est quoi le roman africain de contestation? Il nous parle donc de la deuxième génération. Même si on peut aborder la troisième génération, comment on l'appelle roman de? D'engagement, hum, Attention, attention, de dénonciation. Roman de changement. de désenchantement, de désenchantement. Quoi désenchantement? Hum, Les gens étaient déjà ou de désillusion. On l'appelle de désenchantement ou de désillusion. Oui, oui, On peut le Gamou, justifier. Ok. oui. Pourquoi on l'appelait le roman de désenchantement? Oui, oui, Gamou. parce que les peuples africains, parce que les peuples africains avaient une grande déception. Voilà, c'est la déception totale. Pourquoi ils ont été déçus? Parce que après les indépendances, l'Afrique se retrouve avec la corruption, malgouvernance, Ouais, l'impunité. merci beaucoup. Mais aussi, il Très y a bien, Gamou. Très bien, Gamou. Très bien, c'est bien vu. La grande déception. Parce que quand le blanc est parti, on pensait qu'on allait être libre et que voilà, nous allons maintenant peut-être entrer dans, dans l'opulence, dans la paix, la tranquillité. Alors, ils se sont rendus compte que les nouveaux dirigeants africains sont pires que les blancs. Alors,
il y a également une autre forme de colonisation qu'on appelle la néocolonisation. Alors, les nouveaux dictateurs, donc, quelque part, usaient, abusaient un peu de ce qu'on appelle le pouvoir. Donc, il y a, il y a, il y a, il y a, par exemple, le livre célèbre de Pleurer. Pleurer de Pleurer, c'est qui? Auteur? Aminata Sall? Oui, Maïmouna Sarré? Qui a écrit Pleurer? Lopez. Henri Lopez. Très bien, c'est Henri Lopez. Il est décédé récemment. Il est décédé il n'y a pas longtemps. Troisième période, c'est le roman de désillusion car l'indépendance, les nouveaux dirigeants sont devenus malhonnêtes, mesquins. Exemple, les soleils des indépendances. Oui, l'exemple le plus répandu, ce sont le soleil, le soleil des indépendances. Voilà, le soleil des indépendances de Ahmadou Kourouma. Alors, ça veut dire quoi? Alors, donc, quelque part, il faut dire que nous savons que donc il y a trois périodes. Aujourd'hui, donc, nous allons nous consacrer uniquement à la deuxième période, le roman de contestation, et tout le texte ici vise à part. Maintenant, on va récapituler. Dans ce texte, il y a quatre idées. Pour parler de roman de contestation, quelles sont ces quatre idées-là? Quelle est la première idée? La deuxième, la troisième. Il s'agit donc d'identifier les idées directrices. Et après, on va identifier les arguments, n'est-ce pas? Après, vous allez voir, comme actuellement, on va parler donc des exemples illustrations. Alors, maintenant, revenons un peu sur le texte. Vous voyez, premier passage. Vous voyez, c'est bien libellé avec les paragraphes bien délimités, les alinéas, n'est-ce pas, bien délimités, qui va nous permettre un peu d'identifier la première idée principale. Je vais lire. Le roman africain de contestation occupe une place centrale dans la littérature africaine contemporaine. Il émerge comme une réponse aux injustices historiques, aux oppressions politiques et sociales et aux déséquilibres économiques qui marquent les sociétés africaines. À travers ce genre littéraire, les écrivains africains dénoncent et résistent et revendiquent, faisant du roman un outil puissant de transformation sociale et de réappropriation identitaire, qui va nous permettre un peu d'identifier un peu l'idée principale ici, ce passage. Maïmouna Sow, merci. On a également d'autres élèves qui viennent sont... Oui, Seynabou Ndaw, Seynabou, au Khadijatou Diop. Toutes les deux, vous avez levé la main. Allez-y, ouvrez, Seynabou, oui. Euh, pour la première partie, Oui, nous avons le roman africain de contestation. oui. C'est-à-dire qu'en fait, Seynabou, la thèse ici, la première partie, effectivement, comme tu l'as dit, c'est le roman africain de contestation. Maintenant, il s'agit maintenant, dans ce roman africain de contestation, pour illustrer, pour parler de ce roman africain de contestation, l'auteur a développé quatre idées. On est en train maintenant d'identifier les différentes idées qui ont été développées par. La Hmm, première hmm, idée, hmm. c'est le roman africain de contestation trouve ses premières racines dans le rejet de la colonisation et de ses conséquences. Oui, très bien. Pourquoi tu as considéré ça comme étant la première idée? Et la première partie, comment vous la considérez? Là, on a dit ce que je viens de lire. Le roman africain de contestation occupe une place centrale dans la littérature africaine contemporaine. Il émerge comme une réponse aux injustices historiques, aux oppressions politiques et sociales et aux déséquilibres économiques qui marquent les sociétés africaines. À travers ce genre littéraire, les écrivains africains dénoncent et résistent et revendiquent, faisant du roman un outil puissant de transformation sociale et de réappropriation identitaire. Et on vient maintenant pour pour le deuxième paragraphe, parce que dire le roman africain de contestation trouve ses premières racines dans le rejet de la colonisation et des conséquences, et de ses conséquences. Khadijatou, on reste avec vous. Pourquoi vous avez dit effectivement que ça, c'est la première idée? J'ai voulu vous piéger, vous avez détourné le piège. Oui. Comment? Parce Uh-huh. que le premier paragraphe, non, pas un paragraphe, c'est pas un Ah, paragraphe, c'est ouais. comme une introduction partielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, est-ce que Khadijatou, vous avez l'habitude, en abordant une thèse, une partie,
Si on avait, par exemple, un devoir où la première partie, c'est le roman de consentement. La deuxième partie, c'est le roman de contestation. La troisième partie, c'est le roman de désenchantement. Est-ce que pour introduire votre première partie, vous avez l'habitude de faire des introductions partielles? Et quel est le rôle des introductions partielles? Khadija? Oui, je fais des introductions partielles. Ok. Et, quelle est l'importance des introductions partielles? Pourquoi vous trouvez la nécessité de le faire avant d'aborder vos idées? Parce que cela va permettre aux professeurs de mieux s'identifier Voilà, dans, voilà, identifier quoi? Qu'est-ce qu'il va identifier? À partir de votre introduction partielle, oui, qu'est-ce qu'il il va pourrait identifier? identifier mes idées. Les idées que vous allez développer Oui, dans les différents dans, paragraphes. Merci beaucoup. oui. Ce que j'ai voulu. Donc, quelque part, alors, vous le savez, Khadija, il y a quelqu'un qui parle derrière vous, je crois. Oui, ce sont les enfants. Alors, on va peut-être, dès que vous finissez de parler, vous pouvez éteindre votre micro pour ne pas parler. Aïssatou Wade, vous avez levé la main. Non, Seynabou. Allez-y, Seynabou, vous avez la parole. Donc, ici, la première idée. La première idée, Oui, c'est il met en lumière les ravages du colonialisme oui. sur les structures culturelles et économiques. Vous pensez que c'est ça la première idée? Donc, je veux dire, l'idée principale, je parle de l'idée principale. On avait dit, donc, on a considéré tout ce qu'il a dit au début là comme étant une introduction partielle. Introduction partielle. Oui. Oui, Donc, l'idée maintenant, principale, ouais, c'est le roman africain de contestation trouve ses premières racines dans le rejet de la colonisation et ses conséquences. merci beaucoup. Alors, ça, c'est la première idée. Ouais, c'est pourquoi je l'ai encadré comme ça, pour que vous sachiez que ça, c'est la première idée du premier paragraphe. Et que ce que nous avons ici, c'est ce qui est convenu d'appeler une introduction partielle. Et l'introduction partielle, vous voyez, il a annoncé les différentes idées qu'il va développer. Les écrivains africains dénoncent, résistent, revendiquent. Ouais, dénoncent, résistent, revendiquent. Si vous voyez donc les paragraphes qui seront développés, en réalité, mettront l'accent un peu sur ça. Alors, ici, la première idée qu'il va développer, parce que dès l'introduction partielle, l'auteur nous dit que les romanciers africains dénoncent dans un moment, ils résistent et ils revendiquent. Maintenant, il vient à la première idée pour dire quoi? Le roman africain de contestation trouve ses premières racines. D'ailleurs, le terme première racine nous montre que c'est la première idée qu'il va développer pour maintenant, effectivement, mettre en valeur la thèse de roman africain de contestation. Le roman africain de contestation trouve ses premières racines dans le rejet de la colonisation et de ses conséquences. C'est le terme dénonce ici. Il dénonce la colonisation et ses conséquences. Les premiers romans dénoncent. Si on prend l'exemple, on va prendre l'exemple de tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, je pense que c'était Camus, qui nous a parlé de René Maran, Batouala. Et le terme Batouala, c'est Bat-toi-là. Bat-toi-là. Et ça dit donc quelque part, d'une certaine manière, il a valeur. Dans Ville cruelle, ouais, ils ont dénoncé les villes cruelles. D'où le premier terme, le roman africain de contestation trouve ses premières racines dans le rejet de la colonisation et de ses conséquences. Il met en lumière, on aurait pu dire, en effet, il met en lumière les ravages du colonialisme sur les structures sociales, culturelles et économiques. Ce type de roman conteste l'ordre colonial en redonnant une voix aux opprimés. Et donc, Chinua Achebe dit l'exemple, Chin Fall Apart, 1958, par exemple, critique l'égocentrisme des colons en montrant la richesse des cultures post-coloniales. Semed Ousmane, dans les bouts de bois de Dieu, 1960, quant à lui, valorise la résistance des travailleurs africains face à l'exploitation coloniale. Vous voyez,
l'auteur suit nettement la structure logique d'un paragraphe argumentatif. Idée, argument, exemple. Il a donné une idée. Le roman africain de contestation trouve ses premières racines dans le rejet de la colonisation et de ses conséquences. En effet, il met en lumière les ravages du colonialisme sur les structures sociales, culturelles, économiques. Continue. Ce type de roman conteste l'ordre colonial en redonnant une voix aux opprimés. Argument. Exemple, maintenant, dit, on pourrait dire, c'est dans cette perspective que Tinoa Akebe. Parce que quand on fait une dissertation, voilà comme on est obligé d'utiliser ce connecteur logique-là. Quand on fait un texte argumentatif comme ça, on peut se passer. Mais quand vous faites une dissertation, vous devez introduire en effet ici. En effet. On met en effet. À partir de là également, on fait un autre connecteur logique pour dire c'est dans cette perspective que Chinua Achebe, dans son roman intitulé Things Fall Apart, 1958, n'est-ce pas, critique l'égocentrisme. Même il y a un connecteur logique, parce qu'il a dit, par exemple, oui, c'est bon, par exemple, il y a un connecteur logique, mais il a postposé le connecteur logique. Au lieu de dire, par exemple, Chinua Achebe, il dit Chinua Achebe, par exemple, c'est bon, critique l'égocentrisme des coloniales. De l'autre côté également, on peut citer de l'autre côté, ici, Semen Ousmane, dans les bouts de bois de Dieu, quant à lui, valorise la résistance des travailleurs africains face à l'exploitation coloniale. Voilà comment on argumente. Je vous dis qu'on doit, quand on fait un paragraphe, voilà le premier paragraphe, paragraphe 1. Voilà le paragraphe 1. Et dans ce paragraphe, l'auteur, effectivement, a mis l'accent sur un aspect. Il a dit que les romanciers africains dénoncent, il a dénoncé. Voyez-vous, c'est comme ça qu'il faudra faire. Regardez maintenant, la deuxième idée, c'est quoi ici? On va avancer, deuxième paragraphe. On va avancer. Il va lire Aïssatou. Wad, lis-nous le deuxième paragraphe. Il ne reste plus beaucoup de temps. Rapidement, Aïssatou. Oui, Avec les indépendances, la oui, les indépendants. contestation littéraire ne faiblit pas. Elle se tourne alors vers les dérivés. Vous pouvez enlever des régimes postcoloniaux. Les écrivains dénoncent la corruption, la dictature et l'inefficacité des élites qui reproduisent parfois les systèmes oppressifs hérités de la colonisation. Des auteurs comme Ahmadou Nkrumah, Les Soleils des indépendances 1968 et Soni Labou Tanzi, La vie est demie 1979, explorent les contradictions des États africains indépendants. Nkrumah critique la désillusion des peuples face aux promesses non tenues des indépendances, tandis que Labou Tanzi dépeint l'absurdité et la brutalité des régimes autoritaires. Oui, Aïssatou, on reste avec vous. Vous nous identifiez l'idée principale, ensuite l'argument, ensuite l'exemple. L'idée principale commence où s'arrête où? Le ou les arguments commencent où et s'arrêtent où? Le ou les exemples commencent où et s'arrêtent où? Aïssatou. Bien. Avec les indépendances, on nous dit que la contestation littéraire ne s'est pas affaiblie, que ne s'est pas arrêtée. Aïssatou. Oui, tu dis dans ce paragraphe, il y a une idée principale, il y a des arguments et des arguments. Donc, demande de les identifier. C'est la question. L'idée principale, comment est sortie? L'exemple. C'est la manière dont les auteurs. Ouais, non, l'idée, identifier carrément. Aïssatou. Dites-nous, ça commence et ça s'arrête. Pas une explication, mais c'est nettement visible. Vous le voyez comme ça. Il y a l'idée, dans le paragraphe, il y a l'idée, il y a l'argument, il y a les arguments, il y a les exemples. Il y a une idée principale, il y a des arguments et des exemples.
L'idée principale est avec les indépendances, la contestation littéraire ne faiblit pas. C'est là où ça s'arrête. Oui. Oui. Mais l'idée, en réalité, là, c'est une transition, une phase de transition pour eux. Mais il se tourne vers les dérives là, c'est comme si d'un coup, avec la contestation littéraire, se tourne vers les dérives des régimes post-coloniaux. Voilà, ça l'idée. Maintenant, l'argument. En effet, les écrivains dénoncent la corruption, la dictature. Donc, quelque part, il faut le dire, ça peut commencer du début, mais en réalité, l'idée carrément, c'est quoi? C'est ça. L'argument commence avec une autre fille. L'argument commence ici. L'argument commence ici, à ce niveau-là. Les écrivains maintenant, alors, jusque-là, jusque-là, jusqu'ici. Colonisation. Maintenant, des auteurs comme, pour l'exemple qui vient. Illustration. Voilà, Oui. c'est ça que je disais. Donc, il faudra quand même pouvoir identifier les différentes étapes d'un paragraphe argumentatif. L'idée, l'argument et l'histoire. Donc, on aurait pu dire ici, quand vous le comptez, avec les indépendants, la compétence ne se dit pas. Si tu veux, on peut même considérer ça comme, mais c'est une phase de transition qui. Mais l'idée, c'est quoi? La contestation littéraire se tourne vers les dérives des régimes coloniaux. Post-coloniaux. N'est-ce pas? Là-bas, il avait dit que la colonisation et ses conséquences, première idée. Deuxième idée, tourne vers les dérives des régimes coloniaux. En effet, on pourrait dire ici, en effet, et là, quand on dit en effet, on met l'accent sur l'argument. En effet, les écrivains dénoncent la corruption, la dictature et l'inefficacité des élites qui reproduisent parfois le système opposite hérité de la colonisation. Maintenant, on pourrait mettre matheux. À partir de là, on a donc l'exemple. À partir de là, vous avez l'exemple. Des auteurs comme, et vous voyez, au-delà de ces exemples, on a ici même l'analyse. Voilà. Donc, vous dites, des auteurs comme Ahmed Kourouma, le travail de l'indépendance de 1918, et Sonny Laboutanchi, La vie et demie, 1979, explore les contradictions des États africains indépendants. L'analyse commence par Kourouma, critique, etc. Et l'autre, donc, on fait une analyse, expliquer les deux exemples. Idée, argument, exemple, analyse. Idée, argument, exemple, comme vous faites dans une dissertation. On va continuer une lecture de droit. Toutefois, le roman africain de contestation ne se limite pas aux questions politiques. Il aborde également les inégalités sociales et économiques. Les écrivains utilisent leur plume pour dénoncer des phénomènes tels que la pauvreté, l'exploitation des femmes et les pesanteurs sexuelles. Des autres comme Mariamba, ici dans lettre 1979, et d'abord Dango Rembo, Nervis Condition 1988, donne une voix aux femmes africaines marginalisées. Elle conteste la nécessité patriarcale et appelle à une émancipation féminine dans les sociétés en migration. Qui peut nous donner ici l'idée, l'argument, exemple. L'idée commence où et ça veut, ou bien Khadija Diop. Idée, argument, exemple. L'idée commence où et ça veut. Oui, l'idée, Ah, c'est de toutefois, le roman africain de contestation ne se limite pas aux questions politiques. ouais. C'est ça l'idée. Qu'est-ce que Les, c'est? ar- Non? les Oui, je suis arguments, c'est... l'idée, c'est quoi? Il donne une image, ne se limite pas à ça, il fait quoi? Donc, l'idée n'est pas encore abordée. Il aborde, il aborde également les inégalités sociales, économiques, voyez-vous. Et puis, c'est là l'idée. L'idée s'arrête là. Toutefois, le roman africain de contestation ne se limite pas aux questions politiques. Là, ce sont des phases de transition pour quand même mieux montrer qu'il y a une rigueur dans votre analyse.
le roman africain, on aurait pu dire, toutefois, il aborde également des inégalités sociales et économiques. En effet, il dit en effet, commence quoi l'argument? Les écrivains utilisent leur plume pour dénoncer des phénomènes tels que la pauvreté, l'exploitation des femmes et les présenteurs culturels. Et maintenant, l'exemple vient là. Des autrices comme Marianne Ba, Lucie Longley, n'est-ce pas, etc., jusqu'à la fin avec les analyses. On a ici l'exemple. Voilà comment vous devez organiser vos thèses, vos arguments dans vous. Sans quoi, tout est flou. Sans quoi, on ne sent pas effectivement vraiment, comme on dit. Voilà. On va terminer par enfin, qui va revenir. Enfin, où est l'idée, où est l'argument et l'exemple. Et vous allez continuer donc les exercices chez vous. Enfin, Khadijatou. Tu vas nous donner enfin l'idée, l'argument, exemple. Aminata Sall. Le roman africain d'intégration lutte contre l'aliénation culturelle imposée par des siècles de domination étrangère. Très bien, ça c'est l'idée. Maintenant, l'argument commence où? Aminata? L'argument commence, soit il cherche. Il cherche à réhabiliter les langues, les traditions et les valeurs africaines, souvent mises en péril par l'hégémonie culturelle occidentale. Et maintenant, l'exemple. Les écrivains comme Ngugi wa Thiong'o qui choisit d'écrire jusqu'à l'application culturelle. Et maintenant, on le savez-vous, cette partie-là peut être considérée comme quoi? La partie qui est à la fin. Le roman africain de contestation est bien plus qu'un genre littéraire. C'est une arme de lutte contre l'oppression, une quête de justice et un vecteur de changement. En donnant la parole aux sans-voix et en interrogeant les structures du pouvoir, il contribue à forger une conscience critique indispensable pour construire des sociétés plus justes et plus équitables. À travers lui, les écrivains ne se contentent pas de raconter des histoires, ils passent à la transformation de leur monde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Cette partie peut être considérée comme étant conclusion. une conclusion partielle. Okay. Il y a une introduction partielle. Voilà comment il faut organiser vos dissertations. Ayez de construire des paragraphes. Mais avant de commencer les parties, commencez par une introduction partielle. Et l'introduction partielle aborde s'il vous plaît, les différents, comment on dit, aborde s'il vous plaît les différents paragraphes. Les différents paragraphes, si vous le voyez bien, chaque paragraphe est introduit par un connecteur logique. Il y a d'abord, donc toute la deuxième partie, toutefois, ensuite on a dit enfin, n'est-ce pas, pour terminer. Donc on pourrait dire d'abord, ensuite enfin. Ouais. Vient d'abord, toutefois, ensuite enfin, pour montrer quand même il y a un enchaînement logique. Voilà comment Monsieur, vous devez... je demandais pour les paragraphes. Oui. Est-ce que si on annonce, si on écrit l'introduction partielle, pour les paragraphes, on peut, par exemple, donner l'idée principale, après argumenter, par exemple, donner 2 arguments après exemple, ou bien les arguments, c'est 3 à 4, ou bien c'est pas à la peine. Non. Aminata, Oui. l'idée, c'est une seule idée. Mais l'argument peut avoir, vous pouvez aller jusqu'à 3 arguments. Tu peux donner l'idée. Oui. J'ai dit, Aminata Sall est une bonne élève. C'est ça l'idée. J'ai dit, en effet, Aminata Sall, elle suit toujours les cours. Aminata Sall, elle est toujours ponctuelle, elle vient toujours à l'heure. Aminata Sall, elle fait toujours ses exercices. Voyez-vous? Regardez bien, j'ai donné 3 arguments. Oui. Alors, je peux dire, c'est la raison pour laquelle Aminata Sall a effectivement d'excellentes moyennes en. Voilà, je donne l'exemple.
Vous voyez, ici, on donne D'accord. 2 exemples parfois. On a donné l'exemple de Oui. Mariamba, même exemple. Donc, quelque part. Mais tu peux avoir jusqu'à 3 exemples. Maintenant, comment les introduire? Dans le premier argument, tu peux dire en effet. Dans le deuxième argument, tu peux dire de plus. Dans le troisième argument, tu peux dire il faut ajouter pour comprendre. Ou bien enfin. Voyez-vous, pour mieux marquer votre argument. Mais tu peux avoir 2 à 3 arguments. Tu peux avoir également 2 à 3 exemples, si vous voulez faire. Mais c'est une seule idée. Dans un programme, il y a une seule idée. Il y a des arguments et des exemples. C'est ça qu'on a. Il y a même parfois une analyse qu'on peut faire. Une analyse. Pour l'exemple, Ouais. Je ne sais pas si tu as suivi les cours que j'ai animés sur la dissertation littéraire. pour l'exemple, Oui. c'est pas la peine de l'expliciter ou bien? C'est ça. Quand tu l'explicites, c'est ça l'analyse. Tu feras de l'exemple. C'est très bien. Ok. C'est ça l'analyse que tu feras de l'exemple. En essayant de D'accord. l'expliquer. C'est disponible sur nos plateformes. Les cours que j'avais animés sur la dissertation et surtout sur le paragraphe argumentatif, vous verrez donc qu'on a parlé effectivement des différentes étapes du paragraphe argumentatif et on a donné également des exemples. D'accord. En tout cas, on vient de finir. Je vous recommande de faire les Monsieur, autres exercices. Oui, allez-y. bon, est-ce que vous pouvez, à chaque fois qu'on a un texte à étudier, vous mettez le document sur le plateforme? Le document était présent sur la plateforme depuis une semaine, Fatima. Je ne sais pas Ah, si vous avez vu. Oui, le document là était déjà sur la plateforme depuis une semaine. Mais il faut être abonné. Si vous êtes abonné, vous pouvez donc consulter le document avant. D'ailleurs, je vous je parle. vous dis que le prochain cours, soit c'est M. Bien ou moi, on vous donnera dans 2 jours, vous verrez donc l'exercice qui sera disponible sur la plateforme. D'accord, Inch'Allah. C'est bon. Alors, merci, chers élèves. Alors, j'ai fait une bonne capture d'écran pour me souvenir un peu des élèves qui ont participé. Ils étaient nombreux, merci beaucoup. Alors, nous vous donnons rendez-vous prochainement. Alors, pour les élèves qui ont eu vraiment la chance de participer et d'intervenir surtout, nous voyons véritablement, principalement Yuna Yondé qui a vraiment bien participé, Khadijatou Diop, Fatima Fall, Aïssatou, Aminata, Dien, etc., Aminata Sall, et bien d'autres, hein, bien d'autres. Vous êtes nombreux à nous suivre, nous vous demandons, nous vous recommandons de toujours nous suivre sur nos plateformes digitales. Il n'y a pas que le cours de français, il y a d'autres cours d'anglais, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a deux cours même de mathématiques et bien d'autres. Étienne Tendeng, Jean-Marie Tendeng, en tout cas, merci pour votre participation. Voilà, vous avez représenté peut-être les hommes de votre classe, n'est-ce pas? Mais il faut quand même par moment intervenir aussi. Il y a que les filles qui sont assez dégourdies, qui participent. Et Setouba également a bien participé. Alors, c'est Nabou Ndao, Binta Ndiaye, vraiment, merci. Merci en tout cas pour votre participation. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre tour, samedi à la même heure, peut-être. Alors, ou bien les horaires vont changer à partir de la semaine prochaine. Mais quand même, on vous indiquera un peu cela. Et voilà, on va poster également le cours, partager ça sur les réseaux sociaux pour que vous soyez donc vraiment avertis. Merci beaucoup, Ok. merci à tout le monde et bien des choses. Bon Ramadan Mubarak et bonne suite de programme sur les plateformes digitales de Takana FM.